Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, victoire ou défaite, Donald Trump sort-il vraiment affaibli des élections de mi-mandat? L'opposition démocrate a repris le contrôle de la Chambre des représentants. Qu'est-ce que cela va changer concrètement? Nous serons en direct de Washington avec Catherine Gentil de CanCode. Comment sécuriser les milliers de logements vétustes qui menacent de s'effondrer comme à Marseille? Le dernier bilan sur place est de 6 morts. Vous verrez ce que les municipalités peuvent ou doivent faire en pareil cas. Pauline Lefrançois sera en direct de Marseille. Des erreurs informatiques à répétition à Pôle emploi. Elles porteraient sur 1 milliard d'euros. De nombreux chômeurs doivent maintenant rembourser des sommes perçues par erreur. Nous avons enquêté. Dans ce journal également, vous découvrirez les coulisses d'un des plus grands restaurants de France. Il est à Narbonne et accueille plus de 900 clients par jour. Ils viennent parfois de très loin car la table est remarquable. Enfin, nous irons au Japon. Des milliers de personnes, hommes ou femmes, louent des amis pour une heure ou une demi-journée pour rompre leur insupportable solitude. Si l'on devait résumer en quelques mots les résultats de l'élection de mi-mandat aux États-Unis, on pourrait dire la chose suivante. Après 2 années à la Maison-Blanche, Donald Trump a bien mieux résisté à l'usure du pouvoir que la plupart de ses prédécesseurs, notamment Barack Obama ou Bill Clinton. Il a certes perdu le contrôle de la Chambre des représentants, mais il a sauvé l'essentiel. Patricia Lémonière. Lendemain d'élection, tous les observateurs font le même constat. Ce n'est pas la vague bleue espérée par les démocrates, même s'ils l'emportent à la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale. Ils sont crédités de plus de 220 sièges, la majorité absolue, alors que tous les bulletins ne sont pas dépouillés. Mais les républicains résistent. Mieux, ils renforcent leur majorité au Sénat avec plus de 51 sièges. Le Congrès, avec sa Chambre des représentants démocrates et son Sénat républicain, est à l'image du pays, divisé. Une Amérique rurale, conservatrice, en rouge sur la carte, face à une Amérique urbaine, progressiste, en bleu. Une journée historique pour Donald Trump qui parle de victoire. La nuit dernière, le Parti républicain a défié l'histoire en augmentant notre majorité au Sénat contre toute attente. Une période de cohabitation commence dans un congrès où les femmes renforcent leur position. Elles devraient être plus de 110 à être élues. Un record avec des personnalités totalement inconnues comme Alexandra Ocasio-Cortez, 29 ans, qui se définit comme socialiste, ou comme ces 2 représentantes de confession musulmane. J'écris l'histoire, mais aussi j'apporte quelque chose de différent. 2 Amérindiennes font aussi leur entrée au Congrès, une première dans l'histoire du pays. Bonsoir Catherine Gentil de CanCode. Vous êtes en direct devant le Capitole. C'était l'enjeu de ces élections. Et vu de France, on a envie de vous poser une question ce soir et c'est la suivante. Est-ce que les résultats vont contraindre Donald Trump à changer sa politique intérieure, le contrôle des armes à feu, l'immigration, l'économie ? Écoutez, sur l'économie, il n'y aura pas de modification majeure. D'ailleurs, les démocrates ne vont pas pouvoir changer la politique de Donald Trump, mais ils vont pouvoir l'entraver. Et puis surtout, ils vont pouvoir s'en prendre directement au président américain. C'est-à-dire que le Capitole derrière moi va devenir le plus grand tribunal des États-Unis. Les démocrates vont créer des commissions d'enquête sur des sujets qui peuvent s'avérer très graves pour le locataire de la Maison-Blanche. Pour ne citer que 2 exemples, des relations secrètes avec la Russie ou des conflits d'intérêts en matière financière. Le but est que Donald Trump soit le plus affaibli possible dans 2 ans, au moment de l'élection présidentielle, et c'est donc en fait un combat à mort. Et puis d'un mot, Catherine, encore Donald Trump qui est à la tête de la première puissance mondiale, va-t-il devoir se comporter différemment sur la scène internationale ? Alors écoutez, ce qui est sûr déjà, c'est que les démocrates ici vont enterrer une fois pour toutes le projet de la construction d'un mur à la frontière du Mexique et qu'ils vont peser de tout leur poids sur les relations avec l'Arabie Saoudite et la Corée du Nord, 2 pays dont ils trouvent Donald Trump parfois trop proche. En revanche, ils ne pourront pas l'obliger à revenir dans les accords de Paris pour tenter de participer au sauvetage de la planète. Merci beaucoup Catherine. En direct du Mall à Washington, l'actualité en France, c'est ce nouveau bilan dans le drame de Marseille. 2 corps ont été retrouvés sous les décombres aujourd'hui, ce qui porte à 6 le nombre total de victimes.
Dans le quartier populaire de Noailles, près du Vieux-Port, d'autres immeubles menacent également de s'effondrer. Baptiste Guénet, Henri-Paul Amar et Pauline Lefrançois. Rue d'Aubagne, après les numéros 63, 65 et 67, de nouveaux immeubles menacent à leur tour de s'effondrer. Dans Noailles, un bâtiment sur deux serait dégradé. Certains ont 2 siècles et ne sont que très rarement rénovés. Les fortes pluies de ces derniers jours n'ont pas arrangé les choses. Cette famille a dû quitter son logement. Leur propriétaire refusait d'entreprendre des travaux dans leur appartement. Ils m'ont dit le balcon il va tomber. Moi j'ai eu peur. Pour mes enfants, je suis partie. Et cet immeuble va tomber. Comme ça va se passer au 63, ça va se passer ici. Dans de nombreux immeubles, les sols s'affaissent, les plafonds tombent, les habitants colmatent les brèches tant bien que mal. Ici, là, les toilettes. Regardez les papiers toilettes, regardez les papiers toilettes. Mais avec le parapluie, il s'encoule encore. Et le problème concerne tout Marseille. 13% des logements de la ville sont potentiellement indignes, comme ici dans le 3e arrondissement. Des câbles pendent des murs. Les habitants vivent au milieu des ordures. Il y a les rats qui vivent avec eux. Ça c'est... Voilà, c'est devant leur fenêtre, tout ça, voilà. Cet immeuble, extrêmement dégradé, est situé à moins de 100 mètres d'un collège. Les gens viennent se plaindre, ils viennent nous voir pour se plaindre, ils vont aussi à la mairie de secteur pour se plaindre, mais c'est tout. Mais il n'y a rien qui avance. On risque d'avoir aussi un grand drame chez nous. Et ça fait mal, franchement. Ces logements insalubres sont un risque pour la sécurité et la santé de 100 000 personnes à Marseille. 6 000 copropriétés seraient fragilisées. Depuis plusieurs années, ces membres d'un collectif alertent sur l'état de leur quartier dans le 14e arrondissement. Au premier étage, quelqu'un s'appuie dessus, ça tombe. Au 2e, c'est pareil. Au 3e, c'est pareil. Vous pouvez observer tout en haut, au niveau du 9e étage, juste au-dessus du vélo. C'est là où on a la moitié d'un balcon qui est tombé sur un véhicule. Ça fait 3 semaines. 3 semaines et il n'y a toujours rien qui a été fait. Cette femme-là, elle ne veut pas être filmée. Enfin, cette famille-là ne veut pas être filmée. Ils ont peur. Ils ont très peur des propriétaires ici. Et s'il fallait une preuve de l'urgence, dans la journée, nouvelle alerte. À quelques rues de Noailles, près du Vieux-Port, une douzaine de riverains a été évacués de cet immeuble, frappés d'un arrêté de péril imminent. Et on retrouve en direct de Marseille Pauline Lefrançois. Bonsoir Pauline. Un grand nombre de sauveteurs depuis plusieurs jours sont mobilisés. Est-ce qu'ils continuent leurs recherches ce soir ? Eh bien écoutez Gilles, pour le moment, les opérations de recherche sont actuellement suspendues car la sécurité des secouristes n'est plus assurée. En fait, la raison, c'est le risque d'effondrement de 2 immeubles adjacents. Et il est vrai, depuis toute la journée, nous avons ressenti une certaine tension autour des secouristes depuis cette nuit car un pan de l'un de ces 2 immeubles s'est effondré et c'est ce qui a donné l'alerte. Alors ce soir, actuellement derrière moi, l'ensemble des experts sont en train de se réunir pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir réorganiser techniquement ces recherches. Je vous le rappelle, 6 personnes ont été retrouvées dans les gravats. 3 d'entre elles ont été formellement identifiées. Il s'agit de locataires du 65, du numéro 65. Il s'agit de 2 femmes et d'un homme. Les 3 autres personnes sont encore en cours d'identification. Merci beaucoup Pauline. 72 heures après le drame, plusieurs questions restent toujours sans réponse, notamment sur l'arrêté de péril dont faisait l'objet l'un des 3 immeubles. Que signifie précisément cet arrêté qui concerne un peu plus de 1000 logements en France ? Quelles sont les sanctions encourues par les propriétaires ? Éléments de réponse, Esther Lefebvre, Valérie Daran et Vincent Piron. Derrière cette palissade, des murs en piteux état. Un plancher s'est même effondré. Alors il y a un an, cet immeuble de région parisienne a été vidé de ses habitants, visé par un arrêté de péril imminent. Dans ce type de procédure, qui signale le danger ? S'il y a des doutes sur la solidité du bâtiment, ce sont les occupants, des voisins ou simplement des passants qui peuvent alerter la mairie. Et c'est le maire qui prend ou non un arrêté de péril. Le maire a l'obligation d'intervenir, de vérifier la solidité de l'immeuble. Il a tous les pouvoirs ensuite pour intervenir afin de prescrire les travaux nécessaires. Qui est alors responsable des travaux ? Dans tous les cas, c'est le propriétaire. Les travaux sont à sa charge, les délais très stricts. S'il tarde trop et que le danger est imminent, la mairie peut se substituer à lui, lancer les travaux
et se faire rembourser par la suite. En parallèle, les occupants des lieux sont protégés. Autorisation de suspendre le paiement du loyer. Le propriétaire ne peut plus vous donner congé, il ne peut plus mettre fin au bail. Donc c'est-à-dire qu'il a l'obligation de réaliser les travaux et si ces travaux nécessitent votre hébergement, il a l'obligation aussi de vous héberger. Quelles sont les sanctions et recours? Lorsqu'un propriétaire ne remplit pas ses obligations, il risque de lourdes astreintes, 1 000 € par jour de retard et des sanctions pénales jusqu'à 3 ans de prison. Dernier cas de figure, si la mairie rechigne à prendre un arrêté de péril, les citoyens peuvent saisir le juge administratif. À quelques semaines de l'arrivée de l'hiver, c'est une mauvaise nouvelle pour les plus de 4,5 millions de foyers qui se chauffent au fioul. Les prix ont grimpé de 30% par rapport à l'an dernier. 1 litre de fioul domestique coûte presque 1 €. Reportage à Vichy, Guillaume Frixon et Céline Olive. La chaudière est arrêtée. Depuis plusieurs semaines, ce retraité attendait et surtout espérait une baisse des prix. Mais cette baisse n'est jamais arrivée, bien au contraire. Le prix du litre de fioul a augmenté de 30% en 1 an. Alors aujourd'hui, pour 1000 litres, cet habitant de Vichy va devoir débourser près de 980 €. Évidemment qu'on sent la différence de prix. Et en plus de ça, les retraites diminuent et tout augmente. Impeccable. Philippe n'a pas le temps de s'attarder. 14 clients attendent d'être livrés aujourd'hui. Parmi eux, de plus en plus choisissent de remplir leur cuve en plusieurs fois pour ne pas avoir à régler une facture trop lourde. Il y a plus souvent des 500, 1000 litres que des 2000 ou 2005 maintenant. En espérant que l'hiver soit pas trop rude. Pour chauffer sa maison, Janine Ruffo a besoin de 1500 litres de fioul. Et depuis sa dernière livraison en janvier dernier, sa facture a augmenté de 380 €. Car aujourd'hui, le litre se vend 97 centimes. Combien? La dernière fois que vous m'aviez livré, c'était 0,70. Ah oui, c'est effarant. Hein. Avec la baisse des températures, les livraisons se sont accélérées ces dernières semaines chez ce distributeur, malgré cette flambée des prix, aux raisons multiples. Là, cette année, c'est vraiment exceptionnel, je trouve. Le baril a monté, l'euro s'est cassé la figure, et puis il y a eu l'effet taxe au 1er janvier. Et cette tendance à la hausse ne devrait pas s'arranger, puisque de nouvelles taxes vont être appliquées dès l'an prochain pour les 19% de Français se chauffant au fioul. Autre poste de dépense qui a beaucoup augmenté, le prix des carburants, on le sait, plus 23% en 1 an pour le diesel, plus 15% pour l'essence. Mais votre plein coûte-t-il vraiment plus cher qu'il y a 10 ans ou même 40 ans? En clair, notre pouvoir d'achat a-t-il baissé? C'est notre minute pour comprendre, elle est indispensable et elle est signée Valentin Després et Pierre Christina. Des carburants plus chers que jamais. Vérifions l'évolution des prix en prenant en compte l'inflation. On parle de prix constants. Eh bien, c'est faux. Les prix actuels sont bien inférieurs à ceux atteints en 2013. 1,52 € le litre d'essence, 1,42 € celui de diesel en moyenne il y a 5 ans, contre 1,37 € et 1,22 € aujourd'hui. Il reste cependant élevé et pourtant, parmi toutes nos dépenses, la part de notre budget carburant n'a pas augmenté depuis 1970. Car en près de 50 ans, nos salaires ont aussi progressé. Avec 1 heure de SMIC en 1973, nous pouvions acheter 3 litres de carburant. C'était près de 6 litres en 1990 et même 6,5 litres aujourd'hui. Au fil des années, nos véhicules consomment aussi beaucoup moins. 10 litres d'essence pour 100 km en 1970, 5 litres seulement de nos jours. Un plein permet donc de faire bien plus de distance qu'autrefois. L'actualité, c'est aussi cette déclaration d'Emmanuel Macron à propos du maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, qui fut aussi en 1940 le chantre de la collaboration avec l'Allemagne nazie, ne sera pas honoré samedi prochain avec 5 autres maréchaux qui se sont illustrés pendant la Grande Guerre. Mais les propos du chef de l'État ont malgré tout provoqué une polémique. Et ce n'est pas la première fois que la figure du maréchal Pétain embarrasse. Camille Collin. Le maréchal Pétain, grande figure de l'histoire française, le président de la République assume. On peut avoir été un grand soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Mais un peu plus tard dans la journée, Emmanuel Macron cherche déjà l'échappatoire face à une polémique qui enfle. Il faut regarder l'histoire en face. Le général de Gaulle l'avait aussi dit lorsqu'il a été à Douaumont en 1966. La gloire
qu'il acquit à Verdun, qu'il avait acquise à Verdun, ne saurait être contesté ni méconnu par la patrie. Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, jusqu'au début des années 90, les présidents ont tous fait déposer une gerbe sur la tombe du maréchal pour commémorer Verdun. Plusieurs, même par François Mitterrand, qui la faisait fleurir discrètement chaque année. La tradition fut rompue par Jacques Chirac. En juin 40, le même homme, parvenu à l'hiver de sa vie, couvrira de sa gloire le choix funeste de l'armistice et le déshonneur de la collaboration. Par la suite, Nicolas Sarkozy comme François Hollande éviteront même soigneusement la figure de Pétain. Et pour cause. Aujourd'hui, on peut avoir un nouveau rapport au régime de Vichy qui n'est pas celui de l'époque de De Gaulle. Et d'abord, on en sait plus aujourd'hui encore sur le régime de Vichy et aussi sur ses crimes, et notamment sur ses crimes antisémites. Et pour éviter toute nouvelle polémique, l'Élysée l'a déjà annoncé, le maréchal Pétain ne figurera pas parmi les héros de la guerre de 14 qui entreront l'an prochain au Panthéon. Pour suivre les toutes dernières réactions à cette déclaration et découvrir la suite du déplacement d'Emmanuel Macron sur les lieux symboliques de 14-18, rendez-vous dans quelques minutes sur LCI pour le grand dossier. C'est à 20h50, canal 26. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette erreur informatique à Pôle emploi. Depuis le début de l'année, 1 milliard d'euros auraient donc été versés indûment, avec un résultat très concret. Des chômeurs doivent aujourd'hui rembourser une partie des sommes perçues. Explication Marine Brossard, Thierry Hackett et Séverine Fortin. Il y a quelques jours, Clotilde Bonjean a reçu une très mauvaise surprise. Notification de trop perçu pour la période de novembre 2010 à août 2017. Plus de 7 000 € de trop perçus que Pôle emploi réclame aujourd'hui à cette assistante maternelle. J'ai toujours déclaré les parents employeurs en temps voulu, donc c'est vraiment la douche froide pour moi. Clotilde Bonjean a contesté cette demande de remboursement mais n'a eu aucune réponse pour le moment. Comme elle, plusieurs milliers d'allocataires sont sommés de restituer une partie de leurs indemnités. Pour la seule année 2017, l'organisme aurait versé 1 milliard d'euros en trop. Mais pour Pôle emploi, pas question de parler de bugs. Ces trop perçus sont inhérents à son fonctionnement. Lorsque nous versons le complément d'indemnisation, nous le versons sur une base déclarative. C'est lorsque nous recevons les pièces qui permettent de justifier réellement du salaire que nous recalculons le revenu. Et c'est tout à fait simple, hein. Enfin, en l'occurrence, c'est ce recalcul qui peut entraîner des réajustements à la hausse ou à la baisse. Pour Pôle emploi, la majorité des trop perçus sont donc dus à des pièces justificatives envoyées trop tard par les allocataires. Mais certains syndicats ont une autre explication. La direction sous-traite cette activité à ce qu'on appelle des façonniers, qui n'ont pas les moyens de faire face à la charge et qui en plus ne sont pas formés au métier de l'indemnisation, ce qui engendre des retards et qui engendre des bugs. Pour les allocataires concernés par un trop perçu, Pôle emploi rappelle qu'il est possible d'échelonner les remboursements. Nous vous parlons régulièrement dans nos journaux des mesures prises par les maires de grandes villes pour inciter ou contraindre les automobilistes à laisser leur voiture au garage. Conséquence directe, l'an dernier, 270 000 Français ont acheté un scooter ou une moto. Mais vous allez le voir, circuler ou se garer avec un deux roues devient de plus en plus difficile. Illustration à Paris, Patrick Ninine et Pascal Marcelin. Ce conducteur est arrêté pour avoir emprunté un couloir de bus. Il est passible d'une amende de 135 €. Bonjour monsieur, il aurait 90 €. Ouais. C'est voilà, payé dans les 15 jours suivant la réception de la contravention. Ouais, je suis habitué. Et apparemment, il connaît la chanson. Ça devient des escroqueries sur Paris. Et il y a trop de bouchons de toute façon. Et les pistes cyclables, on a l'impression qu'elles servent à rien. Même tarif pour un stationnement sur un trottoir. Ils vont pas voir votre moto, elle est sur le trottoir. Ils font comment? Le propriétaire du scooter assure qu'il croyait ne pas gêner. J'essaye de garer le scooter à un emplacement. L'emplacement est complet. Je colle mon scooter le plus près possible, mais ça va pas non plus. Le stationnement est autorisé, mais sous certaines conditions. Il y a une tolérance, mais il faut qu'il soit bien garé et il faut que les gens puissent passer. Les scooters sont-ils la cible de la police, des mairies? Pas forcément. Leur nombre ne cesse d'augmenter en France, plus 10% en un an. Par exemple, à Paris, ils sont 150 000 deux roues motorisées contre 600 000 voitures. Et plus de deux roues entraîne forcément plus de contrevenants. Si on prend juste les deux roues, qu'on prend les infractions commises par les deux roues relevées par la police, on est à plus de 100 000. Ça fait plus de 300 par jour. Plus économique, rapide, il se faufile partout.
et parfois franchissent la ligne jaune. Selon les associations de deux roues, c'est le peu d'espace qui leur est réservé qui les pousse à commettre des infractions. Nous, on ne va pas prendre la voie de bus dans des gros bouchons comme celui-là, des deux roues motorisés qui vont prendre la voie de bus, tout simplement parce que dans la voie de bus, elle est totalement vide. Ici, donc, nous avons des dépanneuses à l'affût, voilà, tout ça qui sont déjà prêtes pour enlever les véhicules, et notamment les deux roues motorisées. Pour certaines municipalités, réguler le trafic et le stationnement est devenu une nécessité. Depuis 6 mois, la mairie de Charenton-le-Pont fait payer les places de parking. À partir du moment où les deux roues aujourd'hui stationnent sur les emplacements dédiés, mais parfois stationnent aussi sur les emplacements qui sont affectés aux voitures, il est équitable, de mon point de vue, qu'ils s'acquittent d'une redevance aussi modeste soit-elle. Charenton est une exception comme Vincennes. La plupart des autres villes ont choisi de sanctionner les deux roues qui se montrent trop envahissants. Le temps de garer votre scooter, légalement bien sûr. Je vous invite à prendre place dans l'un des plus grands restaurants de France. Il n'est pas à Paris sur les grands boulevards, mais à Narbonne. Il accueille chaque année plus de 300 000 gourmets venus du monde entier. Il fallait au moins le grand format de ce journal pour évoquer ce grand buffet. Aurélie Herrel et Lucas Garcia ont déjà déplié leurs serviettes. Une profusion de produits de luxe. Des fruits de mer à foison, 9 variétés de foie gras, au total 300 plats différents et 50 desserts. Pour un tarif unique, 35,90 € le buffet à volonté. Un petit budget tout de même. 35 € pour des homards, du foie gras à volonté. Franchement, ça fait pas énormément. Quand on vient, c'est une fête. Pourtant, de l'extérieur, les grands buffets sont loin d'être glamour. Sur un parking, entre une piscine et un bowling, en périphérie de Narbonne, ils attirent tout de même 340 000 personnes par an. À la rôtisserie, tout commence bien avant le coup de feu. Dès le matin, ces cuisiniers mettent les bouchées doubles pour découper la viande et faire cuire à la broche volailles et cochons de lait entier. Vers 10h, 10h30, nous les mettons en route, nous partons à cru, nous les faisons cuire gentiment pour vraiment que le produit garde toute sa saveur, son jus qui soit vraiment frais. La plupart des aliments, comme ces citrouilles, proviennent directement de producteurs locaux. Star du buffet, 900 huîtres de l'étang de Thau sont ouvertes chaque jour. À côté, 7 pâtissiers s'activent depuis 7h du matin. En fonction des réservations, ils connaissent par expérience le nombre de pâtisseries qu'ils doivent réaliser pour le jour même. Aujourd'hui, on sait qu'on a 300 couverts à peu près ce midi. Somme toute la même chose ce soir. Donc on sait qu'il nous faut une centaine de macarons, les tartes aux fraises à peu près la même chose. Si toutefois on en manque un petit peu pour le soir, et ben on refabrique pour le soir ce qu'il y a besoin. Je vous propose 2 pâtés croûtes. 30 ans d'expérience, mais la carte évolue régulièrement. Ce matin-là, le fondateur goûte magret au foie gras, pitivier et pâtés en croûte. Moi j'aime bien, ouais. C'est un goût que j'adore. Il faudra une dizaine de tests avant de choisir les nouveautés à proposer aux clients. Il faut que tous ces produits, après, on soit en capacité de les mettre en œuvre sur les volumes que sont les nôtres au quotidien. Parce qu'à partir du moment où on a fait le choix d'un produit sur les buffets, eh bien on se doit de les proposer en permanence et tout au long de l'année. Séduire les clients par le goût, mais aussi par la mise en scène. Cascade de homard, fontaine de chocolat et surtout éclairage. Des milliers d'ampoules que doit contrôler cette électricienne, engagée à temps plein au restaurant. Sur les buffets, par contre, c'est quasiment tous les jours que je passe avant le service. Parce que les plats ne sont pas toujours installés au même endroit non plus, donc je les règle. On attaque, c'est parti. Bon service à tout le monde. Au total, 110 salariés à rémunérer. Même en négociant les tarifs des produits grâce aux quantités, comment les grands buffets peuvent-ils être rentables ? L'idée, c'est de dire on prendra moins de marge sur chacun de nos clients. En fin d'année, au résultat, on parle de quelques pourcents, c'est 2, 3, 4%. Mais la marge que nous prenons par client se multiplie sur une quantité très très importante de clients. Alors le tourneau saignant au foie gras. Environ 900 couverts chaque jour et constamment une chasse au gaspillage. Les buffets sont réapprovisionnés tout au long du service en petite quantité pour éviter de jeter. Les dernières parts termineront dans l'assiette des employés. Je vais vous présenter donc les hors d'œuvre avec notre bar à jambon et ses 9 jambons de pays. L'un des secrets du restaurant, une visite guidée à l'arrivée, des serveurs aux petits soins. Dans cet univers haut de gamme, les clients se sentent tenus de ne pas laisser une assiette pleine. Vous faites attention? Ah oui, là je vais m'arrêter, je vais juste prendre un dessert et c'est bon. Si on exagère, ça va être du gaspillage, c'est dommage. Seuls 40% des clients viennent de la région, 10% de l'étranger et la moitié
arrivent de toute la France pour un repas ici. C'est un petit bip que vous recevez sur votre téléphone portable avec un SMS lorsque vous faites un achat sur Internet. Ce code permet, vous le savez, de valider votre commande auprès de votre banque. L'an dernier, 41% des paiements en ligne ont été sécurisés de cette manière. Cela représentait près de 23 milliards d'euros de transactions. Mais ce système va bientôt disparaître. La Commission européenne estime qu'il n'est pas suffisamment sûr. Quelles sont les autres solutions envisagées? Denis Cadot, Fabienne Moncel et Ludovic Romanins ont la réponse. Payer sur Internet avec sa carte bancaire, le geste est devenu banal pour la plupart d'entre nous. Mais qu'il s'agisse de commander des chaussures ou de réserver un voyage, il y a toujours cette opération de sécurité qui conclut la transaction. L'envoi par la banque de l'acheteur d'un code avec des chiffres sur son portable. Un code à saisir sur l'écran pour authentifier l'achat. C'est cette sécurité par SMS qui est désormais considérée comme trop peu fiable par les experts qui ont constaté des fraudes en Espagne et en Allemagne. Suite à des piratages, vous avez des listes de numéros de carte qui sont en vente. Et une fois qu'il a ce numéro de carte, il s'agit de voler le SMS. Et ici, vous avez deux moyens, deux attaques. Soit vous attaquez directement le téléphone à l'aide d'un malware, soit vous attaquez directement l'opérateur téléphonique. On sait qu'il y a eu des cas réels d'attaque. Tous les groupes bancaires vont donc être obligés de trouver une solution de remplacement au SMS d'ici à septembre 2019. Une solution qui reposera généralement sur la validation de la transaction par le client avec un code unique et via l'application de la banque. Sur votre appli bancaire, à la fois les applis Banque Populaire et les applis Caisse d'Épargne, vous allez choisir un code que vous allez rentrer dans votre appli. Ce code sera mémorisé, sécurisé et c'est le même que vous allez effectuer à chaque opération d'achat sur Internet. Mais banquiers et surtout marchands du e-commerce s'inquiètent du délai très court dont ils disposent. Moins d'1 an pour habituer leurs millions de clients à ce nouveau système plus sûr. Il y a quelques jours, plusieurs fédérations européennes de commerçants en ligne ont demandé un délai de 3 ans pour abandonner le SMS. Partons à présent au Japon avec ce reportage étonnant. Au pays du soleil levant et des cœurs parfois solitaires, des milliers de personnes esselées ont recours à des agences pour louer des amis pendant quelques heures. Reportage à Tokyo, sous le signe d'Alain Souchon et de l'ultra-moderne solitude. Frédéric Agnès et Florian Legoïc. Tokyo by night, bouillonnante, un monde fou dans les rues. Nous sommes vendredi soir et la sortie classique entre amis, c'est le karaoké. Monsieur Matsumoto adore chanter. Et visiblement, ces 3 jeunes femmes aiment l'écouter. Ce ne sont ni ses filles, ni ses nièces, ce sont des amis. Mais des amis qu'ils louent pour 2 heures, une fois par mois. Je n'ai pas d'amis qui aiment le karaoké. Et ma femme et ma famille n'aiment pas ça non plus. C'est déprimant de chanter seul. Alors j'ai envie que des personnes m'écoutent. Pas d'alcool, aucun contact physique, les règles sont strictes. Il y a ici un client et 3 prestataires. Ça vous coûte combien de louer ces jeunes femmes? Je sais pas trop si j'ai le droit de dire les tarifs. Alors disons-le à sa place, 50 € de l'heure pour chaque ami, soit 300 € la soirée. Vous savez, ce sont des personnes que je loue, pas des objets. Alors je trouve ça normal de payer cher. Louer des amis pour tromper cette ultra-moderne solitude. Pour comprendre ce phénomène, rendez-vous est pris avec la directrice de l'une de ces agences. Vous cherchez quelqu'un qui aime le baseball pour regarder un match. Maki Abe emploie 200 personnes à temps plein ou à temps partiel et elle facture jusqu'à 30 clients par jour, tous victimes d'un mal très japonais. Ici, il faut toujours faire bonne figure, être souriant. On peut avoir beaucoup d'amis en surface, mais on ne construit aucune relation profonde. On ne peut jamais exprimer ses vraies opinions, et encore moins ses émotions. Nous retrouvons Erina qui était au karaoké. Cette femme de 26 ans a quitté sa province et son métier de vendeuse de tissus pour rejoindre la capitale et devenir amie professionnelle donc. Les clients attendent de nous des choses très différentes. Mais nous avons envers tous le même devoir de moralité. Ne pas les blesser, ne pas mentir. Et eux doivent aussi suivre ces règles. Et la voici qui attend l'un de ses clients du jour. En l'occurrence, une cliente, Ayako, qui loue ses services pour la 4e fois.
À observer ces retrouvailles, on croirait voir de vrais amis. Ayako lui raconte d'ailleurs ses déboires sentimentaux. Et elle semblerait presque s'y perdre dans cette amitié tarifée. Avec Erina, je me sens tellement plus à l'aise pour parler. Et maintenant, j'oublie même que je la paye pour être mon amie parce qu'elle aussi, elle a l'air vraiment de m'apprécier. La location d'amis, business d'avenir ou mode passagère, ils sont en tout cas de plus en plus nombreux à y avoir recours pour tromper leur solitude. Selon une étude récente menée dans les grandes villes, un foyer sur 3 est habité par une personne vivant seule. Cela inquiète les autorités, d'autant plus que le phénomène de l'isolement est en constante augmentation ces dernières années au Japon. Un retour en France avec le plus prestigieux des prix littéraires, le Goncourt, millésime 2018, a été décerné à Nicolas Mathieu pour son roman « Leurs enfants après eux », édité chez Actes Sud. La chronique d'un groupe d'adolescents pendant plusieurs étés dans une vallée déshéritée. L'auteur a reçu, comme le veut la tradition, un chèque de 10 € qu'il n'est pas obligé d'encaisser et aussi la promesse d'un tirage de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Le prix Renaudot a été également décerné à Valérie Manteau pour Le Sillon. Et puis un autre prix, non pas littéraire mais journalistique, le trophée Signature Santé, qui récompense chaque année le meilleur reportage consacré aux questions de médecine et de santé, a été décerné à 2 journalistes de notre rédaction, Isabelle Marc et Jean-Yves Chamblet, récompensés pour leur reportage que vous avez sans doute vu dans les journaux, la cynothérapie, une méthode qui permet d'apaiser les patients atteints de troubles psychiatriques au contact des chiens. Je vous retrouve dans un instant pour votre météo et la météo d'Evelyne Delia. Vous ferez la connaissance d'un athlète remarquable, Erwan est atteint de myopathie. Malgré sa maladie, il a réalisé son rêve. Il est lui aussi champion du monde de football en catégorie fauteuil. A tout de suite. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.